la main à l'outil, 4 siècles d'histoire du travail, cette semaine à porte ouverte au Musée de la Civilisation. Le monde du travail occupe une place importante dans nos vies, définit nos modes de vie, nos rapports sociaux. Et c'est bien certain que le Musée de la Civilisation, dans ses collections, comme c'est une collection qui reflète tous les aspects de la vie, les aspects de notre société, est dépositaire d'une grande collection autour des métiers et professions. On voit quelques exemples sur la table ici, et c'est principalement à cet aspect qu'on va s'en tenir dans le cadre de cette émission, parce que, imaginez, on parle de plus de 13 000 objets, alors il faut tenter de resserrer autour des métiers traditionnels, je dirais les métiers fondateurs, les métiers qui vont être ici au début du pays et qu'on va retrouver pratiquement jusqu'au milieu du 20e siècle, comme les métiers du cuir, les métiers du bois, les métiers du fer, métiers du bois ici avec la menuiserie et le flottage du bois. Et c'est bien certain, il y a aussi tout le secteur des métiers du textile qui est très important. Et on va avoir un invité qui s'appelle Marc Vallière, qui est un historien de formation, un spécialiste du monde du travail, qui, lui, va nous parler de la transformation des métiers traditionnels et de la structure du monde du travail et de son évolution. Alors, tout d'abord, allons visiter la collection. Alors, nous sommes présentement dans la réserve des multimatériaux. C'est ici qu'on retrouve une partie importante de la collection des métiers et professions, parce qu'on sait que l'outil comporte souvent plusieurs matériaux. Mais dans d'autres réserves, comme la réserve des métaux, on retrouve des machines-outils qui sont en fonte, qui sont principalement en métal et qui requièrent des conditions particulières. Tout comme on va retrouver des établis, alors des meubles qui sont propres à la réserve du mobilier à cause de la nature même de l'objet. Alors, on peut voir que le grand secteur des métiers et professions comporte une diversité importante d'objets et c'est pour ça que c'est réparti dans différentes réserves. Mais ici, on retrouve la majorité des pièces. Alors, ce grand secteur-là, c'est autour de 13 000 objets. C'est toujours difficile de quantifier dans le domaine de l'outil, mais on est autour de 13 000 pièces. Et principalement, ça couvre une réalité sur le plan historique qui va du 17e siècle au 20e siècle. Alors, on peut voir, c'est une large période, mais avec un noyau dur entre 1850 et 1930. 1850 qui correspond bien à la période d'industrialisation du Québec. Alors, on voit bien qu'il y a une accélération des métiers, des professions, de l'outillage. Alors, on comprend bien pourquoi il y a une concentration dans ces périodes. Alors, c'est certain que pour les périodes très anciennes, comme le 17e, le 18e siècle, il n'y a pas énormément d'objets, sauf que les outils qui appartiennent à l'univers des métiers traditionnels, ce sont des outils qui ont à peu près pas évolué dans le temps, du moins en termes de fonction ou dans l'utilisation, mais c'est bien sûr, ils ont évolué au niveau des matériaux, mais dans leur utilisation, c'est un peu des outils hors temps. Alors ça, c'est l'univers des métiers traditionnels. Mais la collection, c'est bien plus que des outils traditionnels, c'est aussi un portrait de société, la modernisation. Alors, on retrouve le domaine de la reliure. Il y a un fonds d'imprimerie qui est très, très important. C'est autour de 2 à 3 000 objets. Alors, imaginez un grand fonds d'imprimerie. Puis l'imprimerie, on sait, elle est née principalement ici au Québec. J'entends beaucoup avec le 19e et le 20e siècle. Alors, ce fonds-là témoigne d'une autre période. Il y a un salon de coiffure qui témoigne des métiers féminins, des objets qui appartiennent pour beaucoup au secteur secondaire, au secteur tertiaire. Alors, de la transformation ou du secteur des services.
Alors, dans les métiers du 20e siècle, un secteur qui est bien représenté, c'est celui de la santé. Et d'ailleurs, on a acquis un cabinet de dentiste des années 1940 du docteur Pouliot qui pratiquait à Sainte-Croix de Lotbinière. Alors, imaginez, on a le cabinet au complet avec toute l'instrumentation. On a aussi un ensemble médical qui appartenait à un médecin de Montréal, alors qui servait à prendre des radiographies à l'époque. Alors, beaucoup d'objets qui témoignent de l'évolution des soins de santé ou des métiers qui sont reliés à la santé. Alors, du 19e au 20e siècle. Ça, c'est la collection dans son ensemble. Alors, c'est une collection importante, c'est une collection témoin, et on va commencer avec les objets du bois, puisqu'on est dans le rayonnage ici des objets du bois. On voit bien qu'on est de l'exploitation, de la cueillette du bois jusqu'à sa transformation. Puis d'ailleurs, peut-être un élément ici symbolique ou bien représentatif, c'est la hache à équarrir. Alors, on peut voir, elle est tout simplement aiguisée sur... c'est-à-dire, il y a un angle sur une face. Alors, elle est faite pour équarrir, c'est-à-dire faire une surface plane. On l'utilisait soit dans l'équarrissage des pièces, dans la construction des bâtiments, mais ce genre de hache était utilisé ici au début de la colonie et même encore au début du 20e siècle, on retrouvait l'usage d'une hache comme celle-ci. Ce qui a changé à travers le temps, c'est souvent au niveau des matériaux, le type de métal qu'on utilisait, le type d'emmanchement. Alors, elle a évolué, mais dans la fonction première, l'outil est demeuré sensiblement tel quel. Alors, il y a bien d'autres outils qui sont associés à l'exploitation du bois. Comme ça, ici, c'est un écorceur. Alors, c'est fait pour enlever l'écorce sur les arbres. Alors, on voit qu'il y a de la récupération. Possiblement, souvent, on récupère un manche d'un autre outil. On peut avoir récupéré aussi, souvent, une lame qu'on a aiguisée, qu'on a affûtée. On voit que ça, c'est un outil qui provient de plusieurs outils. Alors, on adaptait les outils. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve souvent une adaptation, une récupération. On perd rien dans la société traditionnelle. Là, on vient de voir l'exploitation forestière, la coupe du bois. Maintenant, on est dans le niveau de la transformation. On entre dans la boutique de l'artisan. Ça peut être la charronnerie, ça peut être la tonnellerie, ça peut être la boissellerie, ça peut être la menuiserie, la charpenterie. Tous ces outils-là sont associés à des métiers tout aussi différents les uns que les autres. Ici, on voit, par exemple, si je prends cette série-là, alors vous voyez comment on les conserve. Alors, ce sont des outils qui sont en bon état. On va se permettre d'en soutirer un pour voir comment, au niveau de la semelle, on peut lire la forme de la moulure qu'on veut avoir, qu'on désire avec ce type d'outil-là. Et en général, le type de bouvet qu'on va retrouver, ça, c'est un bouvet à rainuré. Alors, on va facilement retrouver la forme des outils. On peut lire la forme des travaux qu'on veut avoir. Alors ici, on a un outil qui est particulier, qui est associé à la tonnellerie. On appelle ça un jabloir. Ça permettait de faire l'encoche sur le pourtour du baril pour être capable d'insérer le fond ou le couvercle. Alors, on peut voir la forme circulaire ici. On l'insérait à l'intérieur et là, le jabloir tournait, on le faisait pivoter pour faire la rainure dans laquelle, comme je l'ai mentionné, s'insère le dessus ou le fond du baril. Alors ça, c'est un instrument qui est propre à la tonnellerie ou à la boissellerie. Alors et on utilise encore aujourd'hui, les gens qui font de la tonnellerie vont utiliser ce type d'instrumentation ou un jabloir qui est plutôt industrialisé, fait avec des matériaux nouveaux, mais qui a toujours la même fonction. Plus tôt, on a regardé la collection des métiers du bois, mais on était dans le multimatériau parce que les objets, effectivement, avaient plusieurs matériaux, dont le bois. Ici, c'est uniquement des objets en métal. Et on est sur les haches. Alors, on a vu tout à l'heure dans l'exploitation forestière, je vous mentionnais qu'il y avait plusieurs formes d'haches. Alors, ici, on voit d'autres haches à équarrir. Encore une fois, très, très anciennes, parce qu'on voit par la nature du fer. Ici, c'est un fer replié, c'est un fer chauffé. Alors, c'est véritablement des pièces artisanales, alors différentes formes.
Dans les métiers du fer, évidemment, il y a plusieurs métiers. Il y a les forgerons, il y a les charrons, il y a les taillandiers, il y a, à la limite, il y a les serruriers, les arquebusiers. Enfin, on pourrait décliner longtemps, mais principalement ici, on voit bien, c'est la taillanderie. Et encore une fois, une diversité d'instruments tout à fait particulière. On va prendre celle-ci. Ça, c'est plutôt de facture industrielle. Alors, il s'agit d'une herminette qu'on utilise pour dégrossir des arbres, des pièces. Alors, c'est pour différentes utilités. Il y a une pièce qui est tout à fait particulière. C'est un coffret à hache. Alors, qui est sans doute fait soit par un serrurier, parce que, regardez, il y a 3 mécanismes de serrurerie. On se dit, pourquoi tant de serrurerie sur un étui à hache qui devait se porter comme en bandoulière? Est-ce que c'est tout simplement une œuvre d'habileté, une œuvre de compagnon, quelqu'un qui a fait un apprentissage et c'est comme la totalité des connaissances qu'il a mises dans cette pièce-là, ou si véritablement c'est un étui à hache symbolique? En tout cas, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est une pièce exceptionnelle qui contenait un fer de hache et qui appartient sans doute à la dimension symbolique du métier de la taillanderie. On retourne dans le 18e, 19e siècle, un moule de fondeur de cuillère. Alors, on est toujours dans les métiers du fer. Alors ça, c'est le fondeur de cuillère qui se promène de façon itinérante, parce qu'il faut penser, on est à l'époque où les coutelleries sont en étain et se brisent facilement parce que c'est un matériau relativement malléable, facile à abîmer, et les gens font refondre leur cuillère en étain. Alors le fondeur de cuillère, il y a son moule à cuillère, il y a son réchaud, son poêle pour chauffer, et il refond les ustensiles. Il y a des moules à assiette, il y a différents types de moules pour refondre les objets en étain. Alors c'était ce qu'on appelait les petits métiers à l'époque, parce qu'évidemment, il y avait des grands métiers, mais il y avait les petits métiers, ceux qui étaient itinérants, et on voit différents moules ici. Là, on fait allusion, évidemment, au maréchal ferrant, puisqu'il y a des fers à cheval. On devine bien le sabot du cheval, puis on peut penser que c'est un chevau de trait, alors, parce que c'est un sabot qui est relativement important. Et à l'époque, on n'attelait pas que les chevaux pour faire les travaux, on attelait également les bœufs. Alors ça, c'est un sabot de bœuf. Et on voit qu'il y a une forme particulière qui doit s'ajuster à un sabot qui a une conformité particulière. Ici, on voit, bon, c'est des ciseaux pour couper la laine des moutons. Alors, encore une fois, fabriqués par un taillandier, fabriqués par un forgeron, parce qu'il faut penser que au Québec, ce qui est particulier, contrairement, par exemple, en Europe, des métiers, il y a beaucoup de polyvalence dans les métiers. Il y a des spécialisations, c'est bien sûr, mais ici, on n'a pas la même densité d'occupation, on n'a pas les mêmes densités de population en ville ou en campagne. Alors, les gens doivent s'adonner à plusieurs métiers. Le métier de serrurier il est apparu en Nouvelle-France, possiblement vers le 18e siècle, et s'est bonifié par la suite. Et on a un exemple assez intéressant d'une pièce, justement, qui appartient à cette période-là. Alors, c'est un cadenas en forme de cœur, mais regardez le volume, l'importance de la pièce. Alors, c'est une pièce tout à fait extraordinaire, tout à fait exclusive, qui appartient à ce 18e siècle, aux premières heures de la serrurerie en Nouvelle-France. Alors, il y a plusieurs pièces à la fois industrielles, à la fois artisanales, et qui appartiennent aussi à une autre catégorie des métiers du fer, qui est celui de la serrurerie. Alors, on est toujours dans les métiers du fer. C'est bien sûr, on vient de voir la ferblanterie, la serrurerie, je ne les renommerai pas tous, mais un des plus importants, c'est la forge, le travail de la forge, qui est comme à la base des métiers du fer. Puis ici, on peut voir une série de pinces de forgerons, avec des formes toujours très différentes et qui correspondent finalement au type de métal qu'on veut prendre, parce qu'il faut imaginer que ça, c'est pour amener le métal vers le feu de forge. Donc, c'est un outil de préhension. Alors, c'est bien sûr que l'ouverture correspond en général aux matériaux qu'on veut saisir. C'est pour ça qu'il y a des formes aussi très variées. Il y a du fer rond, du fer carré, du fer plat. Alors, il y a autant de formes de bec qu'il y a de types de métal qu'on veut saisir.
On est dans la réserve des métaux, évidemment des gros objets, des objets industriels, et je suis en présence de Marc Vallière, historien, spécialiste de l'économie et d'histoire de la ville de Québec. Et comme vous pouvez voir, en arrière-scène, on a un métier à tisser, celui de la Montmorency Cotton Mills. Alors, on est dans l'environnement industriel. Et on a vu précédemment plutôt les métiers traditionnels, celui du métal, celui du bois. Mais on sait évidemment que ces métiers-là, par la suite, se sont transformés et il y a eu toute cette grande période de l'industrialisation. Oui, en fait, c'est une période extrêmement importante où on assiste à l'introduction de la machine dans la production des biens, des produits, et également des machines mues par l'énergie, le pouvoir hydraulique, la vapeur. Et ça permet d'introduire une accélération de la production. Donc, on a un bel exemple de la production textile qui permet de quitter le métier à tisser traditionnel que l'on peut voir ici. Qu'on a plutôt et là, vous avez des travailleuses qui vont à une vitesse beaucoup plus grande. Donc, il y a tout un contexte favorable. D'abord, il y a une main-d'œuvre disponible. Il y a des ressources énergétiques qui est le domaine de l'hydroélectricité, puis de la vapeur, beaucoup plus tôt. Là. Mais en pratique, à Québec, on avait eu une période très importante du commerce du bois et de la construction navale. Et avec la crise dans ce secteur-là, il y a toute une main-d'œuvre qui devient disponible pour travailler dans les nouvelles entreprises industrielles qui apparaissent dans les années 1850-1860. La chaussure, en particulier, est devenue un peu l'industrie de marque de la Ville de Québec. Elle a pu s'installer en utilisant les produits des tanneries, les peaux, et en les transformer en chaussures. Et dans Saint-Roch en particulier, on a installé un grand nombre de petites usines sur plusieurs étages qui accueillaient une main-d'œuvre de 300, 400, 500, jusqu'à 1000 travailleurs dans le même établissement et qui produisaient en chaîne des chaussures pour le marché local et de l'ensemble du Canada. Mais c'est quoi l'âge d'or de l'industrie de la chaussure? On peut dire que c'est entre les années 1910 et 1920. Par la suite, l'industrie entre en concurrence défavorable avec d'autres grands centres comme Montréal. Et donc, elles déclinent, elles ont un peu de difficulté à s'adapter aux nouveaux marchés, aux nouveaux produits, développer des produits plus innovateurs. Et dans les années 1920-26 en particulier, une grève très importante qui illustre la crise que commence à vivre l'industrie. Et par la suite, elle va décliner. Elle va se déplacer de façon intéressante, d'ailleurs, de la ville de Québec, de Saint-Roch, vers Loretteville et Saint-Émile, qui vont prendre le relais en alliant avec la tradition amérindienne de préparation des produits du cuir. Et d'ailleurs, il subsiste encore aujourd'hui des petites industries. Justement, les derniers survivants, si on veut, de cette industrie-là se trouvent justement à Saint-Émile et Loretteville. Là, il y a un nom qui me vient en tête, les Bastiens, par exemple. Les Bastiens ont été parmi les grandes entreprises de ce coin-là qui ont capté une grande partie du marché. Je sais que pour l'historien, de travailler sur des documents, c'est la source première. Mais pour le muséologue, c'est l'objet. Quelle est la rencontre qu'on peut faire entre le document et l'objet? Et pour vous, c'est important que les musées puissent conserver ce genre de témoignages. Oui, c'est extrêmement important. Et, parce que, bien sûr, il y a les bâtiments. Des bâtiments industriels dont certains ont survécu, mais la majorité a été convertie, transformée. Alors, il est important de maintenir à la fois les documents d'archives qui permettent de suivre de près le vécu des entreprises avec les bâtiments, dans un sens, qui peuvent évoquer ce passé industriel et les objets qui permettent d'actualiser dans une mise en valeur, dans une interprétation des activités anciennes dans un milieu quelconque, soit une exposition, ou même sur les lieux d'une ancienne ou dans le cadre de publication. Dans le cadre de publication. Mais on sait qu'il y a un défi immense par rapport au patrimoine industriel, parce que ce qui nous intéresse, c'est à la fois, au-delà de l'objet, c'est sa mécanique. Ouais. Et c'est tout un défi de conservation. Oui, tout à fait. C'est un défi même d'obtenir ces objets. Lors de la fermeture des entreprises, des industries, la machinerie sort, est revendue, convertie, disparaît, alors que l'enveloppe du bâtiment peut rester. Tous ces objets-là sont... Et il faut être là au bon moment pour récupérer ces objets-là et les conserver comme témoins, justement, de cette activité industrielle qui était très importante à Québec. Une question un peu plus personnelle. J'imagine que l'historien de l'économie et du travail que vous êtes
fréquenter les musées aussi consacrés à fait. l'univers technologique. Tout à fait, tout à fait. Et on peut se promener d'ailleurs à travers le monde pour voir des musées de cette nature-là. On conserve un intérêt marqué pour toutes les facettes de cette activité industrielle qui sont mises en valeur maintenant dans la plupart des différents pays du monde. Parce que toute société se définit par sa culture, sa langue, mais se définit aussi par sa technologie. Tout à fait, tout à fait. C'était majeur comme retombée sur la population travailleuse en particulier, qui vivait près de ces machines-là à tous les jours. Alors, il faut les conserver. Tout à fait. Alors, M. Vallière, je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Parfait, c'est un plaisir. Alors là, on est dans la partie des coups de cœur, des objets que j'ai le goût de vous présenter parce que, à mon avis, ils se démarquent dans la collection. Ils se démarquent pour toutes sortes de raisons. Ici, on a deux trancheuses à viande qu'on utilisait dans le contexte des boucheries, mais deux technologies tellement différentes, séparées sans doute par 40 ou 50 ans d'innovation. Alors, celle-ci qui date plutôt des années 1890, 1900, c'est une conception maison. On s'imagine facilement ici, on dépose le morceau de viande et cette partie-là vient l'enserrer et on tranche. Alors, tout simplement, là, évidemment, la machine est ancienne, alors c'est plus difficile, mais à l'époque, on devait cirer cette partie pour que le glissement soit plus efficace. Il y a la lame tranchante et la partie de viande devait tomber de ce côté-ci. Et ici, on est dans les années 30-40. Ici, c'est le même principe, mais celle-ci, elle est mécanisée. Alors, on voit bien le transfert technologique, c'est exactement le même concept d'objet, mais ici adapté dans des nouveaux matériaux. Et ici, un fabricant, c'est, imaginez, IBM. On n'est pas dans le domaine des ordinateurs, on est dans le domaine des machines techniques, et ils étaient dans le monde alimentaire. Alors, les métiers dans la collection du Musée de la Civilisation, ça couvre des réalités qui sont tellement, tellement larges, à la fois une illustration d'un métier, d'un secteur économique, mais aussi des objets qui sont absolument magnifiques au niveau de la qualité, au niveau du design. Alors ici, on a un exemple intéressant. On est dans le domaine forestier, l'exploitation forestière. Et ce qu'on a sur la table nous permet de comprendre toute l'évolution technologique, ou à tout le moins les tentatives d'évolution technologique dans cette industrie. Alors, ce que j'ai mis en avant-plan, c'est un godendard qui appartient, dans le fond, au premier type de scie qu'on a utilisé pour abattre. C'est l'abattage des arbres. Il y a les haches, mais il y a les godendards aussi. Ça, c'est un petit, mais imaginez, il y en a différents formats, dépendamment de la taille des arbres. Et évidemment, on travaille ça à deux. C'est pour ça qu'il y a deux poignées sur la pièce. Alors, le godendard qui a été utilisé 18e, 19e siècle, mais surtout, je pense qu'il est du 19e siècle. Et très tard, dans peut-être les 2 premières décennies, on a utilisé le godendard assez longtemps. Et ça, cette tronçonneuse-là, le nom, c'est la Flash Circle. C'est le nom qu'on a donné à la tronçonneuse. Elle a été patentée à Saint-Casimir de Portneuf. On a pris un moteur américain qu'on a transposé sur une carcasse qu'on a construite avec des skis. Mais c'est surtout que ça fonctionne à l'air. Alors, on voit ici, il y a le tuyau, un tuyau comme en caoutchouc, qui permet justement de créer le mouvement circulaire de la scie, ici, avec l'amener d'air. Et là, on peut circuler sans doute plus librement pour la coupe de l'arbre, mais il en demeure pas moins, c'est très, très lourd. Même si c'est en aluminium, il reste que tout le mécanisme est très lourd et ça ne devait pas être évident de fonctionner en forêt, de travailler en forêt avec une pareille machine. C'est sans doute pour ça que ça n'a pas connu nécessairement un très grand succès. Mais ça démontre à tout le moins tout l'esprit d'entrepreneurship, d'initiative qu'il y avait autour de l'industrie forestière dans la première moitié du 20e siècle, afin d'augmenter à la fois, surtout la cadence du travail, parce que là, on rentre dans une ère d'industrialisation où la production, la productivité devient très importante. C'est un facteur dominant. Comme on a pu le constater dans le parcours qu'on vient de faire sur les collections, c'est certain que le collectionnement dans le métier et profession
a commencé véritablement dans les années 70 et s'est accéléré vers les années 1988 avec l'ouverture du Musée de la Civilisation. Et là, on a eu ce grand souci d'actualiser les collections, c'est-à-dire d'une collection qui était davantage axée sur les métiers traditionnels, sur le monde rural, c'est-à-dire on a collectionné les professions ou les métiers en émergence dans le début du 20e siècle. On a une collection représentative jusqu'au milieu du 20e siècle. Maintenant, le défi, ce sont les objets qui appartiennent à la seconde moitié du 20e siècle et à ce début du 21e siècle avec les nouvelles technologies. Donc, le défi de faire entrer les prototypes, les objets témoins de nos dernières, je dirais, de nos dernières évolutions afin de rendre compte de cette grande réalité du monde du travail. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et que vous serez des nôtres pour la prochaine.